et tout rempli avec des trajectoires et des éclats de mitraille. « Tu reviendras pas par ici, toi, dit, la nuit prochaine ?» qu'il demanda en me quittant. « Il n'y a pas de nuit prochaine, mon vieux. Tu te prends donc pour un général ? Je pense plus à rien, moi, qu'il a fait, pour finir. À rien, t'entends ? Je pense qu'à pas crever. Ça suffit. Je me dis qu'un jour de gagner, c'est toujours un jour de plus. » T'as raison. Au revoir, vieux, et bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Peut-être qu'on se reverra. On est retourné chacun dans la guerre. Et puis il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent, à cause que ceux d'aujourd'hui ne les comprendra déjà plus. Pour être bien vu et considéré, il a fallu se dépêcher d'ardard de devenir bien copain avec les civils. Parce que, à l'arrière, il devenait à mesure que la guerre avançait, de plus en plus vicieux. Tout de suite j'ai compris ça en rentrant à Paris, et aussi que leurs femmes avaient le feu au derrière. Et les vieux, des gueules grandes comme ça, et les mains partout, au cul, aux poches. On héritait des combattants à l'arrière. On avait vite appris la gloire et les bonnes façons de la supporter courageusement et sans douleur. Les mères, tantôt infirmières, tantôt martyrs, ne quittaient plus leur long voile sombre, non plus que le petit diplôme que le ministre leur faisait remettre à temps par l'employé de la mairie. En somme, les choses s'organisaient. Pendant des funérailles soignées, on est bien triste aussi, mais on pense quand même à l'héritage, aux vacances prochaines, à la veuve qui est mignonne et qui a du tempérament, dit-on, et à vivre encore soi-même par contraste bien longtemps, à ne crever jamais peut-être, qui sait. Quand on suit ainsi l'enterrement, tous les gens vous envoient des grands coups de chapeau, ça fait plaisir. C'est le moment alors de bien se tenir, d'avoir l'air convenable, de ne pas rigoler tout haut, de se réjouir seulement en dedans, c'est permis. Tout est permis en dedans. Dans le temps de la guerre, au lieu de danser à l'entresol, on dansait dans la cave. Les combattants le toléraient, et mieux encore, ils aimaient ça. Ils en demandaient dès qu'ils arrivaient et personne ne trouvait ces façons louches. Il n'y a que la bravoure au fond qui est louche. Être brave avec son corps. Demandez alors à l'asticot aussi d'être brave. Il érosait pas les mous, tout comme nous. Pour ma part, je n'avais plus à me plaindre. J'étais même en train de m'affranchir par la médaille militaire que j'avais gagnée, la blessure et tout. En convalescence, on me l'avait apportée la médaille, à l'hôpital même. Et le jour même, je m'en fus au théâtre, la montrer aux civils pendant les entr'actes. Grand effet. C'était les premières médailles qu'on voyait dans Paris, une affaire. C'est même à cette occasion qu'au foyer de l'Opéra Comique, j'ai rencontré la petite Lola d'Amérique, et que c'est à cause d'elle que je me suis tout à fait dessalé. Il existe comme ça certaines dates qui comptent parmi tant de mois où on aurait très bien pu se passer de vivre. Ce jour de la médaille à l'Opéra Comique fut dans la mienne décisif. À cause d'elle, de Lola, je suis devenu tout curieux des États-Unis, à cause des questions que je lui posais tout de suite et auxquelles elle ne répondait qu'à peine. Quand on est lancé de la sorte dans les voyages, on revient quand on peut et comme on peut. Au moment dont je parle, tout le monde à Paris voulait posséder son petit uniforme. Il n'y avait guère que les neutres et les espions qui n'en avaient pas. Et ceux-là, c'était presque les mêmes. Lola avait le sien d'uniforme officiel, et un vrai bien mignon, rehaussé de petites croix rouges partout, sur les manches, sur son menu bonnet de police, coquinement posé de travers, toujours sur ses cheveux ondulés. Elle était venue nous aider à sauver la France, confiait-elle au directeur de l'hôtel, dans la mesure de ses faibles forces, mais avec tout son cœur. Nous nous comprîmes tout de suite, mais pas complètement toutefois, parce que les élans du cœur m'étaient devenus tout à fait désagréables. Je préférais ceux du corps, tout simplement. Il faut s'en méfier énormément du cœur. On me l'avait appris, et comment, à la guerre. Et je n'étais pas prêt de l'oublier. Le cœur de Lola était tendre, faible et enthousiaste. Le corps était gentil, très aimable. Et il fallut bien que je la prise dans son ensemble comme elle était. C'était une gentille fille, après tout, Lola. Seulement, il y avait la guerre entre nous. Cette foutue énorme rage qui poussait la moitié des humains, aimant ou non, à envoyer l'autre moitié vers l'abattoir. Alors ça gênait dans les relations, forcément, une manie comme celle-là. Pour moi qui tirais sur ma convalescence tant que je pouvais, et qui ne tenais pas du tout à reprendre mon tour au cimetière ardent des batailles, le ridicule de notre massacre m'apparaissait clinquant à chaque pas que je faisais dans la ville. Une roublardise immense s'étalait partout. Cependant, j'avais peu de chance d'y échapper. Je n'avais aucune des relations indispensables pour s'en tirer. Je ne connaissais que des pauvres, c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse personne. Quant à Lola, il ne fallait pas compter sur elle pour m'embusquer.
Infirmière comme elle était, on ne pouvait rêver, sauf ortolan peut-être, d'un être plus combatif que cette enfant charmante. Avant d'avoir traversé l'Afrique assez boueuse des héroïsmes, son petit air Jeanne d'Arc m'aurait peut-être excité, converti, mais à présent, depuis mon enrôlement de la place Clichy, j'étais devenu devant tout héroïsme verbal ou réel, phobiquement rébarbatif. J'étais guéri, bien guéri. Pour la commodité des dames du corps expéditionnaire américain, le groupe des infirmières dont Lola faisait partie logeait à l'hôtel Paritz, et pour lui rendre à elle particulièrement les choses encore plus aimables, il lui fut confié, elle avait des relations, dans l'hôtel même, la direction d'un service spécial, celui des beignets aux pommes pour les hôpitaux de Paris. Il s'en distribuait ainsi chaque matin des milliers de douzaines. Lola remplissait cette fonction bénigne avec un certain petit zèle qui devait d'ailleurs un peu plus tard tourner tout à fait mal. Lola, il faut le dire, n'avait jamais confectionné de beignets de sa vie. Elle embaucha donc un certain nombre de cuisinières mercenaires, et les beignets furent, après quelques essais, prêts à être livrés ponctuellement, juteux, dorés et sucrés à ravir. Lola n'avait plus en somme qu'à les goûter avant qu'on les expédiât dans les divers services hospitaliers. Chaque matin, Lola se levait dès 10 heures et descendait, ayant pris son bain, vers les cuisines situées profondément auprès des caves. Cela, chaque matin, je le dis, et seulement vêtue d'un kimono japonais noir et jaune qu'un ami de San Francisco lui avait offert la veille de son départ. Tout marchait parfaitement en somme, et nous étions bien en train de gagner la guerre, quand certains beaux jours, à l'heure du déjeuner, je la trouvai bouleversée, se refusant à toucher un seul plat du repas. L'appréhension d'un malheur arrivé, d'une maladie soudaine me gagna. Je la suppliai de se fier à mon affection vigilante. D'avoir goûté ponctuellement les beignets pendant tout un mois, Lola avait grossi de 2 bonnes livres. Son petit ceinturon témoignait d'ailleurs par un cran du désastre. Vinrent les larmes. Essayant de la consoler de mon mieux, nous parcourûmes, sous le coup de l'émotion, en taxi plusieurs pharmaciens très diversement situés. Par hasard, implacable, toutes les balances confirmèrent que les 2 livres étaient bel et bien acquises, indéniables. Je suggérai alors qu'elle abandonne son service à une collègue qui, elle, au contraire, recherchait des avantages. Lola ne voulut rien entendre de ce compromis qu'elle considérait comme une honte et une véritable petite désertion dans son genre. C'est même à cette occasion qu'elle m'apprit que son arrière-grand-oncle avait fait lui aussi partie de l'équipage à tout jamais glorieux du Mayflower, débarqué à Boston en 1677, et qu'en considération d'une pareille mémoire, elle ne pouvait songer à se dérober, elle, au devoir des beignets. Modeste, certes, mais sacré quand même. Toujours est-il que de ce jour, elle ne goûtait plus les beignets que du bout des dents, qu'elle possédait d'ailleurs toutes bien rangées et mignonnes. Cette angoisse de grossir était arrivée à lui gâter tout plaisir. Elle dépérit. Elle eut en peu de temps aussi peur des beignets que moi des obus. Le plus souvent à présent, nous allions nous promener par hygiène de long en large, à cause des beignets, sur les quais, sur les boulevards. Mais nous n'entrions plus au Napolitain, à cause des glaces qui font, elles aussi, engraisser les dames. Jamais je n'avais rien rêvé d'aussi confortablement habitable que sa chambre, toute bleu pâle, avec une salle de bain à côté. Des photos de ses amis partout, des dédicaces, peu de femmes, beaucoup d'hommes, de beaux garçons, bruns et frisés, son genre. Elle me parlait de la couleur de leurs yeux, et puis de ces dédicaces tendres, solennelles, et toutes définitives. Au début, pour la politesse, ça me gênait, au milieu de toutes ces effigies, et puis on s'habitue. Dès que je cessais de l'embrasser, elle y revenait, je n'y coupais pas, sur les sujets de la guerre ou des beignets. La France tenait de la place dans nos conversations. Pour Lola, la France demeurait une espèce d'entité chevaleresque, aux contours peu définis dans l'espace et le temps, mais en ce moment, dangereusement blessée, et à cause de cela même, très excitante. Moi, quand on me parlait de la France, je pensais irrésistiblement à mes tripes. Alors forcément, j'étais beaucoup plus réservé pour ce qui concernait l'enthousiasme, chacun sa terreur. Cependant, comme elle était complaisante au sexe, je l'écoutais sans jamais la contredire. Mais question d'âme, je ne la contentais guère. C'est tout vibrant, tout rayonnant qu'elle m'aurait voulu, et moi, de mon côté, je ne concevais pas du tout pourquoi j'aurais été dans cet état-là sublime. Je voyais au contraire 1000 raisons, toutes irréfutables, pour demeurer d'humeur exactement contraire. Lola, après tout, ne faisait que divaguer de bonheur et d'optimisme, comme tous les gens qui sont du bon côté de la vie, celui des privilèges, de la santé, de la sécurité, et qui en ont encore pour longtemps à vivre. Elle me tracassait avec les choses de l'âme, elle en avait plein la bouche. L'âme,
C'est la vanité et le plaisir du corps tant qu'il est bien portant. Mais c'est aussi l'envie d'en sortir du corps dès qu'il est malade ou que les choses tournent mal. On prend des deux poses, celle qui vous sert le plus agréablement dans le moment, et voilà tout. Tant qu'on peut choisir entre les deux, ça va. Mais moi, je ne pouvais plus choisir, mon jeu était fait. J'étais dans la vérité jusqu'au trognon, et même que ma propre mort me suivait pour ainsi dire pas à pas. J'avais bien du mal à penser à autre chose qu'à mon destin d'assassiner en sursis, que tout le monde d'ailleurs trouvait pour moi tout à fait normal. Cette espèce d'agonie différée, lucide, bien portante, pendant laquelle il est impossible de comprendre autre chose que des vérités absolues. Il faut l'avoir endurée pour savoir à jamais ce qu'on dit. Ma conclusion, c'était que les Allemands pouvaient arriver ici, massacrer, saccager, incendier tout, l'hôtel, les beignets, Lola, les Tuileries, les ministres, leurs petits amis, la coupole, le Louvre, les grands magasins, fondre sur la ville, y foutre le tonnerre de Dieu, le feu de l'enfer, dans cette foire pourrie à laquelle on ne pouvait vraiment plus rien ajouter de plus sordide, et que moi, je n'avais cependant vraiment rien à perdre, rien, et tout à gagner. On ne perd pas grand-chose quand brûle la maison du propriétaire. Il en viendra toujours un autre, si ce n'est pas toujours le même, allemand ou français ou anglais ou chinois, pour présenter, n'est-ce pas, sa quittance à l'occasion, en marque ou en francs, du moment qu'il faut payer. En somme, il était salement mauvais, le moral. Si je lui avais dit ce que je pensais de la guerre à Lola, elle m'aurait pris pour un monstre, tout simplement, et chassé des dernières douceurs de son intimité. Je m'en gardais donc bien de lui faire ses aveux. J'éprouvais d'autre part quelques difficultés et rivalités encore. Certains officiers essayaient de me la souffler, Lola. Leur concurrence était redoutable, armés qu'ils étaient, eux, des séductions de leur Légion d'honneur. Or, on se mit à en parler beaucoup de cette fameuse Légion d'honneur dans les journaux américains. Je crois même qu'à 2 ou 3 reprises où je fus cocu, nos relations eussent été très menacées, si au même moment cette frivole ne m'avait découvert soudain une utilité supérieure, celle qui consistait à goûter, chaque matin, les beignets à sa place. Cette spécialisation de la dernière minute me sauva. De ma part, elle accepta le remplacement. N'étais-je pas, moi aussi, un valeureux combattant, donc digne de cette fonction de confiance? Dès lors, nous ne fûmes plus seulement amants, mais associés. Ainsi débutèrent les temps modernes. Son corps était pour moi une joie qui n'en finissait pas. Je n'en avais jamais assez de le parcourir, ce corps américain. J'étais à vrai dire un sacré cochon. Je le demeurais. Je me formais même à cette conviction bien agréable et renforçatrice qu'un pays apte à produire des corps aussi audacieux dans leur grâce et d'une envolée spirituelle aussi tentante devait offrir bien d'autres révélations capitales au sens biologique, il s'entend. Je décidai, à force de plotter Lola, d'entreprendre tôt ou tard le voyage aux États-Unis, comme un véritable pèlerinage, et cela dès que possible. Je n'eus en effet de cesse et de repos, à travers une vie pourtant implacablement contraire et tracassée, avant d'avoir mené à bien cette profonde aventure, mystiquement anatomique. Je reçus ainsi tout près du derrière de Lola le message d'un nouveau monde. Elle n'avait pas qu'un corps, Lola, entendons-nous. Elle était ornée aussi d'une tête menue, mignonne et un peu cruelle à cause des yeux bleus grisailles qui lui remontaient d'un tantinet vers les angles, tels ceux des chats sauvages. Rien que la regarder en face me faisait venir l'eau à la bouche comme par un petit goût de vin sec, de silex. Ses yeux durs, en résumé, et point animés par cette gentille vivacité commerciale, orientalo-fragonarde, qu'ont presque tous les yeux de par ici. Nous nous retrouvions le plus souvent dans un café d'à côté. Les blessés, de plus en plus nombreux, clopinaient à travers les rues, souvent débraillés. À leur bénéfice, ils s'organisaient des quêtes, journées pour ceci, pour cela, et surtout pour les organisateurs des journées. Mentir, baiser, mourir. Ils venaient d'être défendus d'entreprendre autre chose. On mentait avec rage au-delà de l'imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l'absurde, dans les journaux, sur les affiches, à pied, à cheval, en voiture. Tout le monde s'y était mis. C'était qu'il mentirait plus énormément que l'autre. Bientôt, il n'y eut plus de vérité dans la ville. Le peu qu'on y trouvait en 1914, on en était honteux à présent. Tout ce qu'on touchait était truqué, le sucre, les avions, les sandales, les confitures, les photos. Tout ce qu'on lisait, avalait, suçait, admirait, proclamait, réfutait, défendait. Tout cela n'était que fantômes, haineux, trucage et mascarade. Les traîtres eux-mêmes étaient faux. Le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale. La petite Lola ne connaissait du français que quelques phrases, mais elles étaient patriotiques. On les aura.
Madelon, viens !» C'était à pleurer. Elle se penchait ainsi sur notre mort avec entêtement, impudeur, comme toutes les femmes d'ailleurs, dès que la mode d'être courageuse pour les autres est venue. Et moi qui précisément me découvrais tant de goût pour toutes les choses qui m'éloignaient de la guerre. Je lui demandais à plusieurs reprises des renseignements sur son Amérique à Lola, mais elle ne me répondait alors que par des commentaires tout à fait vagues, prétentieux et manifestement incertains, tendant à faire sur mon esprit une brillante impression. Mais je me méfiais des impressions à présent. On m'avait possédé une fois, l'impression, on ne m'aurait plus au boniment, personne. Je croyais à son corps, je ne croyais pas à son esprit. Je la considérais comme une charmante embusquée, la Lola, à l'envers de la guerre, à l'envers de la vie. Elle traversait mon angoisse avec la mentalité du petit journal, pompons, fanfares, Malorène et gants blancs. En attendant, je lui faisais des politesses de plus en plus fréquentes, parce que je lui avais assuré que ça la ferait maigrir. Mais elle comptait plutôt sur nos longues promenades pour y parvenir. Je les détestais quant à moi, les longues promenades, mais elle insistait. Nous fréquentions ainsi très sportivement le bois de Boulogne pendant quelques heures chaque après-midi, le tour des lacs. La nature est une chose effrayante, et même quand elle est fermement domestiquée, comme au bois, elle donne encore une sorte d'angoisse aux véritables citadins. Ils se livrent alors assez facilement aux confidences. Rien ne vaut le bois de Boulogne, tout humide, grillagé, graisseux et pelé qu'il est, pour faire affluer les souvenirs, incoercibles, chez les gens des villes en promenade entre les arbres. Lola n'échappait pas à cette mélancolique et confidente inquiétude. Elle me raconta 1000 choses à peu près sincères, en nous promenant ainsi, sur sa vie de New York, sur ses petites amies de là-bas. Je n'arrivais pas à démêler tout à fait le vraisemblable dans cette trame compliquée de dollars, de fiançailles, de divorces, d'achats de robes et de bijoux dont son existence me paraissait comblée. Nous allâmes ce jour-là vers le champ de course. On rencontrait encore dans ces parages des fiacres nombreux et des enfants sur des ânes, et d'autres enfants à faire de la poussière, et des autos bondés de permissionnaires qui n'arrêtaient pas de chercher en vitesse des femmes vacantes par les petites allées, entre deux trains, soulevant plus de poussière encore, pressés d'aller dîner et de faire l'amour, agités et visqueux, aux aguets, tracassés par leur implacable et le désir de vie. Ils en transpiraient de passion et de chaleur aussi. Le bois était moins bien tenu qu'à l'habitude, négligé, administrativement en suspens. Cet endroit devait être bien joli avant la guerre, remarquait Lola. Élégant? Racontez-moi, Ferdinand, les courses ici. Était-ce comme chez nous, à New York? À vrai dire, je n'y étais jamais allé, moi, aux courses avant la guerre. Mais j'inventais instantanément pour la distraire sans détails colorés sur ce sujet, à l'aide des récits qu'on m'en avait fait à droite et à gauche. Les robes, les élégantes, les coupés étincelants, le départ, les trompes allègres et volontaires, le saut de la rivière, le président de la République, la fièvre ondulant des enjeux, etc. Elle lui plut si fort ma description idéale que ce récit nous rapprocha. À partir de ce moment, elle crut avoir découvert, Lola, que nous avions au moins un goût en commun, chez moi bien dissimulé, celui des solennités mondaines. Elle m'en embrassa même spontanément d'émotion, ce qui lui arrivait rarement, je dois le dire. Et puis la mélancolie des choses à la mode révolue la touchait. Chacun pleure à sa façon le temps qui passe. Lola, c'était par les modes mortes qu'elle s'apercevait de la fuite des années. « Ferdinand, demanda-t-elle, croyez-vous qu'il y en aura encore des courses dans ce champ-là ?»« Quand la guerre sera finie, sans doute, Lola. Cela n'est pas certain, n'est-ce pas ?»« Non, pas certain. » Cette possibilité qu'il n'y eût plus jamais de course à Longchamp la déconcertait. La tristesse du monde saisit les êtres comme elle peut, mais à les saisir, elle semble parvenir presque toujours. Supposez qu'elle dure encore longtemps, la guerre, Ferdinand, des années par exemple. Alors il sera trop tard pour moi, pour revenir ici. Me comprenez-vous, Ferdinand? J'aime tant, vous savez, les jolis endroits comme ceux-ci, bien mondains, bien élégants. Il sera trop tard, toujours trop tard, peut-être. Je serai vieille alors, Ferdinand. Quand elles reprendront les réunions, je serai vieille déjà. Vous verrez, Ferdinand, il sera trop tard. Je sens qu'il sera trop tard. Et la voilà retournée dans sa désolation, comme pour les 2 livres. Je lui donnai pour la rassurer toutes les espérances auxquelles je pouvais penser, qu'elle n'avait en somme que 23 années, que la guerre allait passer bien vite, que les beaux jours reviendraient, comme avant, plus beaux qu'avant, pour elle au moins, mignonne comme elle était, le temps perdu. Elle le rattraperait sans dommage.
Les hommages, les admirations ne lui manqueraient pas de sitôt. Elle fit semblant de ne plus avoir de peine pour me faire plaisir. « Il faut marcher encore ?» demandait-elle. « Pour maigrir ? Ah, c'est vrai, j'oubliais cela. » Nous quittâmes Longchamp. Mes enfants étaient partis des alentours. Plus que de la poussière. Les permissionnaires pourchassaient encore le bonheur, mais hors des futaies à présent, traqué qu'il devait être le bonheur, entre les terrasses de la Porte-Maillot. Nous longions les berges vers Saint-Cloud, voilés du halo dansant des brumes qui montent de l'automne. Près du pont, quelques péniches touchaient du nez les arches, durement enfoncées dans l'eau par le charbon jusqu'au plat-bord. L'immense éventail de verdure du parc se déploie au-dessus des grilles. Ces arbres ont la douce ampleur et la force des grands rêves. Seulement des arbres, je m'en méfiais aussi depuis que j'étais passé par leurs embuscades. Un mort derrière chaque arbre. La grande allée montait entre deux rangées roses vers les fontaines. À côté du kiosque, la vieille dame au soda semblait lentement rassembler toutes les ombres du soir autour de sa jupe. Plus loin, dans les chemins de côté, flottaient les grands cubes et rectangles tendus de toiles sombres, les baraques d'une fête que la guerre avait surprise là et comblée soudain de silence. « C'est voilà 1 an qu'ils sont partis déjà », nous rappelait la vieille au soda. « À présent, il n'y passe pas 2 personnes par jour ici. J'y viens encore, moi, par l'habitude. On voyait tant de monde par ici. » Elle n'avait rien compris, la vieille, au reste de ce qui s'était passé. Rien que cela. Lola voulut que nous passions près de ces tentes vides, une drôle d'envie triste qu'elle avait. Nous en comptâmes une 20aine, des longues, garnies de glace, des petites, bien plus nombreuses, des confiseries foraines, des loteries, un petit théâtre même, tout traversé de courants d'air. Entre chaque arbre, il y en avait partout des baraques. L'une d'elles, vers la grande allée, n'avait même plus ses rideaux, éventée comme un vieux mystère. Elle penchait déjà vers les feuilles et la boue des tentes. Nous nous arrêtâmes auprès de la dernière, celle qui s'inclinait plus que les autres et tanguait sur ses poteaux dans le vent, comme un bateau, voile folle, prête à rompre sa dernière corde. Elle vacillait. Sa toile du milieu secouait dans le vent montant, secouait vers le ciel, au-dessus du toit. Au fronton de la baraque, on lisait son vieux nom en vert et rouge. C'était la baraque d'un tir, le stand des nations, qu'il s'appelait. Plus personne pour le garder non plus. Il tirait peut-être avec les autres, le propriétaire à présent, avec les clients. Comme les petites cibles dans la boutique en avaient reçu des balles, toutes criblées de petits points blancs. Une noce pour la rigolade que ça représentait. Au premier rang, en zinc, la mariée avec ses fleurs, le cousin, le militaire, le promis, avec une grosse gueule rouge. Et puis au 2e rang des invités encore, qu'on avait dû tuer bien des fois quand elle marchait encore la fête. Je suis sûr que vous devez bien tirer, vous, Ferdinand. Si c'était la fête encore, je ferais un match avec vous. N'est-ce pas que vous tirez bien, Ferdinand ? Non, je ne tire pas très bien. Au dernier rang, derrière la noce, un autre rang peinturluré, la mairie avec son drapeau. On devait tirer dans la mairie aussi quand ça fonctionnait, dans les fenêtres qui s'ouvraient alors d'un coup sec de sonnette. Sur le petit drapeau en zinc même, on tirait. Et puis sur le régiment qui défilait en pente à côté, comme le mien, place Clichy, celui-ci entre les pipes et les petits ballons. Sur tout ça, on avait tiré tant qu'on avait pu. À présent, sur moi, on tirait. Hier, demain. Sur moi aussi qu'on tire, Lola. Que je ne pus m'empêcher de lui crier. Venez, fit-elle alors. Vous dites des bêtises, Ferdinand, et nous allons attraper froid. Nous descendîmes vers Saint-Cloud par la grande allée, la Royale, en évitant la boue. Elle me tenait par la main. La sienne était toute petite. Mais je ne pouvais plus penser à autre chose qu'à la noce en zinc du stand de là-haut qu'on avait laissé dans l'ombre de l'allée. J'oubliais même de l'embrasser, Lola, c'était plus fort que moi. Je me sentais tout bizarre. C'est même à partir de ce moment-là, je crois, que ma tête est devenue si difficile à tranquilliser avec ses idées dedans. Quand nous parvînmes au pont de Saint-Cloud, il faisait tout à fait sombre. « Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval ? Vous aimez bien Duval, vous. Ça vous changerait les idées. On y rencontre toujours beaucoup de monde. À moins que vous ne préfériez dîner dans ma chambre. » Elle était bien prévenante, en somme, ce soir-là. Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine étions-nous à table que l'endroit me parut insensé. Tous ces gens assis en rang autour de nous me donnaient l'impression d'attendre eux aussi que des balles les assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient. « Allez-vous-en tous, que je les ai prévenus. Foutez le camp, on va tirer, vous tuer, nous tuer tous !» On m'a ramené à l'hôtel de Lola en vitesse. Je
Je voyais partout la même chose. Tous les gens qui défilaient dans les couloirs du Paritz semblaient aller se faire tirer, et les employés derrière la grande caisse, eux aussi, tout juste fait pour ça. Et le type d'en bas même, du Paritz, avec son uniforme bleu comme le ciel et doré comme le soleil, le concierge qu'on l'appelait, et puis des militaires, des officiers déambulants, des généraux, moins beaux que lui bien sûr, mais en uniforme quand même. Partout un tir immense, dont on ne sortirait pas, ni les uns ni les autres. Ce n'était plus une rigolade. « On va tirer !» que je leur criais, moi, du plus fort que je pouvais, au milieu du grand salon. « On va tirer, foutez donc le camp, tous !» Et puis par la fenêtre que j'ai crié ça aussi, ça me tenait, un vrai scandale. Pauvre soldat, qu'on disait. Le concierge m'a emmené au bar, bien doucement, par l'amabilité. Il m'a fait boire, et j'ai bien bu. Et puis enfin, les gendarmes sont venus me chercher. Plus brutalement, eux. Dans le stand des Nations, il y en avait aussi des gendarmes. Je les avais vus. Lola m'embrassa et les aida à m'emmener avec leurs menottes. Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu'ils ont expliqué à l'hôpital, par la peur. C'était possible. La meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce monde, c'est d'en sortir. Fou ou pas, peur ou pas. Ça a fait des histoires. Les uns ont dit, ce garçon-là, c'est un anarchiste, on va donc le fusiller, c'est le moment, et tout de suite, il n'y a pas à hésiter, faut pas lanterner puisque c'est la guerre. Mais il y en avait d'autres, plus patients, qui voulaient que je sois seulement syphilitique, et bien sincèrement folle, et qu'on m'enferme en conséquence jusqu'à la paix, ou tout au moins pendant des mois. Parce que les pas fous, qui avaient toutes leurs raisons, qu'ils disaient, ils voulaient me soigner pendant que seulement ils feraient la guerre. Ça prouve que pour qu'on vous croie irraisonnable, rien de tel que de posséder un sacré culot. Quand on a un bon culot, ça suffit. Presque tout à l'heure vous est permis, absolument tout. On a la majorité pour soi, et c'est la majorité qui décrète de ce qui est fou et de ce qui ne l'est pas. Cependant, mon diagnostic demeurait très douteux. Il fut donc décidé par les autorités de me mettre en observation pendant un temps. Ma petite amie Lola eut la permission de me rendre quelques visites, et ma mère aussi, c'était tout. Nous étions hébergés, nous, les blessés troubles, dans un lycée d'Issy-les-Moulineaux, organisé bien exprès pour recevoir et traquer doucement ou fortement aux aveux, selon les cas, ces soldats dans mon genre, dont l'idéal patriotique était simplement compromis ou tout à fait malade. On ne nous traitait pas absolument mal, mais on se sentait tout le temps tout de même guetté par un personnel d'infirmiers silencieux et doté d'énormes oreilles. Après quelque temps de soumission à cette surveillance, on sortait discrètement pour s'en aller, soit vers l'asile d'aliénés, soit au front, soit encore assez souvent au poteau. Parmi les copains rassemblés dans ces locaux louches, je me demandais toujours lequel était en train, par l'en bas au réfectoire, de devenir un fantôme. Près de la grille, à l'entrée, dans son petit pavillon, demeurait la concierge, celle qui nous vendait des sucres d'orge et des oranges, et ce qu'il fallait en même temps pour se recoudre des boutons. Elle nous vendait encore en plus du plaisir. Pour les sous-officiers, c'était 10 francs de plaisir. Tout le monde pouvait en avoir, seulement en se méfiant des confidences qu'on lui faisait trop aisément dans ces moments-là. Elle pouvait coûter cher, ces expansions. Ce qu'on lui confiait, elle le répétait au médecin-chef, scrupuleusement, et ça vous passait au dossier pour le conseil de guerre. Il semblait bien prouver qu'elle avait ainsi fait fusiller, à coup de confidence, un brigadier de Spahis qui n'avait pas 20 ans, plus un réserviste du génie qui avait avalé des clous pour se donner mal à l'estomac, et puis encore un autre hystérique, celui qui lui avait raconté comment il préparait ses crises de paralysie au front. Moi, pour me tâter, elle me proposa certains soirs le livret d'un père de famille de 6 enfants, qui était mort, qu'elle disait, et que ça pouvait me servir, à cause des affectations de l'arrière. En somme, c'était une vicieuse. Au lit, par exemple, c'était une superbe affaire, et on y revenait, et elle nous donnait bien de la joie. Pour une garce, c'en était une vraie. Faut ça d'ailleurs pour faire bien jouir. Dans cette cuisine-là, celle du derrière, la coquinerie, après tout, c'est comme le poivre dans une bonne sauce. C'est indispensable, et ça lie. Les bâtiments du lycée s'ouvraient sur une très ample terrasse, dorée l'été, au milieu des arbres, et d'où se découvrait magnifiquement Paris, en sorte de glorieuse perspective. C'était là que le jeudi, nos visiteurs nous attendaient, et Lola parmi eux, venant m'apporter ponctuellement gâteaux, conseils et cigarettes. Nos médecins, nous les voyions chaque matin. Ils nous interrogeaient avec bienveillance, mais on ne savait jamais ce qu'ils pensaient au juste. Ils promenaient autour de nous, dans des mines toujours affables, notre condamnation à mort. Beaucoup de malades parmi ceux qui étaient là en observation parvenaient, plus émotifs que les autres, dans cette ambiance doucereuse, à un état de telle exaspération
qu'ils se levaient la nuit au lieu de dormir, arpentaient le dortoir de long en large, protestaient tout haut contre leur propre angoisse, crispés entre l'espérance et le désespoir, comme sur un pan traître de montagne. Ils peinaient des jours ainsi, et puis un soir, ils se laissaient choir d'un coup tout en bas, et allaient tout avouer de leur affaire au médecin-chef. On ne les revoyait plus, ceux-là, jamais. Moi non plus, je n'étais pas tranquille. Mais quand on est faible, ce qui donne de la force, c'est de dépouiller les hommes qu'on redoute le plus du moindre prestige qu'on a encore tendance à leur prêter. Il faut s'apprendre à les considérer tels qu'ils sont, pires qu'ils sont, c'est-à-dire, à tous les points de vue. Ça dégage, ça vous affranchit et vous défend au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça vous donne un autre vous-même. On est deux. Leurs actions, dès lors, ne vous ont plus ce sale attrait mystique qui vous affaiblit et vous fait perdre du temps. Et leur comédie ne vous est alors nullement plus agréable et plus utile à votre progrès intime que celle du plus bas cochon. À côté de moi, voisin de lit, couchait un caporal, engagé volontaire aussi. Professeur avant le mois d'août dans un lycée de Touraine où il enseignait, m'apprit-il, l'histoire et la géographie. Au bout de quelques mois de guerre, il s'était révélé voleur, ce professeur, comme pas un. On ne pouvait plus l'empêcher de dérober au convoi de son régiment des conserves, dans les fourgons de l'intendance, aux réserves de la compagnie, et partout ailleurs où il en trouvait. Avec nous autres, il avait donc échoué là, vague en instance de conseil de guerre. Cependant, comme sa famille s'acharnait à prouver que les obus l'avaient stupéfié, démoralisé, l'instruction différait son jugement de mois en mois. Il ne me parlait pas beaucoup. Il passait des heures à se peigner la barbe. Mais quand il me parlait, c'était presque toujours de la même chose, du moyen qu'il avait découvert pour ne plus faire d'enfant à sa femme. Était-il fou, vraiment? Quand le moment du monde à l'envers est venu, et que c'est être fou que de demander pourquoi on vous assassine, il devient évident qu'on passe pour fou à peu de frais. Encore faut-il que ça prenne. Mais quand il s'agit d'éviter le grand écartelage, il se fait dans certains cerveaux de magnifiques efforts d'imagination. Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre, décidément. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes. Trinchard, il s'appelait ce professeur. Que pouvait-il bien avoir décidé, lui, pour sauver ses carotides, ses poumons et ses nerfs optiques? Voici la question essentielle, celle qu'il aurait fallu nous poser entre nous, hommes, pour demeurer strictement humains et pratiques. Mais nous étions loin de là, titubant dans un idéal d'absurdité, gardés par les poncifs belliqueux et insanes, ras en fumée déjà. Nous tentions, en folie, de sortir du bateau de feu, mais n'avions aucun plan d'ensemble, aucune confiance les uns dans les autres. Ahuris par la guerre, nous étions devenus fous dans un autre genre, la peur, l'envers et l'endroit de la guerre. Il me marquait quand même, à travers ce commun délire, une certaine sympathie, ce Princhard, tout en se méfiant de moi, bien sûr. Où nous nous trouvions, à l'enseigne où tous nous étions logés, il ne pouvait exister ni amitié ni confiance. Chacun laissait seulement entendre ce qu'il croyait être favorable à sa peau, puisque tout ou presque allait être répété par les mouchards à l'affût. De temps en temps, l'un d'entre nous disparaissait. C'est que son affaire était constituée, qu'elle se terminerait au conseil de guerre, à Biribi ou au front, et pour les mieux servis, à l'asile de Clamart. D'autres guerriers douteux arrivaient encore, toujours, de toutes les armes, des très jeunes et des presque vieux, avec la frousse ou bien crâneur. Leurs femmes et leurs parents leur rendaient visite, leurs petits aussi, yeux écarquillés, le jeudi. Tout ce monde pleurait d'abondance dans le parloir, sur le soir surtout. L'impuissance du monde dans la guerre venait pleurer là, quand les femmes et les petits s'en allaient par le couloir blafard de gaz, visite finie, entraînant les pieds. Un grand troupeau de pleurnicheurs ils formaient, rien que ça, dégoûtant. Pour Lola, venir me voir dans cette sorte de prison, c'était encore une aventure. Nous deux, nous ne pleurions pas. Nous n'avions nulle part, nous, où prendre des larmes. Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand? Me demande-t-elle un jeudi. Je le suis, avouai-je. Alors ils vont vous soigner ici? On ne soigne pas la peur, Lola. Vous avez donc peur tant que ça? Et plus que ça encore, Lola, si peur, voyez-vous, que si je meurs de ma mort un mois plus tard, je ne veux surtout pas qu'on me brûle. Je voudrais qu'on me laisse en terre, pourrir au cimetière, tranquillement, là, prête à revivre peut-être,
sait-on jamais. Tandis que si on me brûlait en cendres, Lola, comprenez-vous, ce serait fini, bien fini. Un squelette, malgré tout, ça ressemble encore un peu à un homme. C'est toujours plus prêt à revivre que des cendres. Des cendres, c'est fini. Qu'en dites-vous? Alors, n'est-ce pas, la guerre? Oh, vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand. Vous êtes répugnant comme un rat. Oui, tout à fait lâche, Lola. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Avec elle. Serait-il 995 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort, Lola. Et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Alors vivent les fous et les lâches. Ou plutôt survivent les fous et les lâches. Vous souvenez-vous d'un seul nom, par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans? Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais cherché? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papier devant nous, que votre crotte du matin. Voyez donc bien qu'ils sont morts pour rien, Lola. Pour absolument rien du tout, ces crétins. Je vous l'affirme, la preuve est faite, il n'y a que la vie qui compte. Dans 10 000 ans d'ici, je vous fais le pari que cette guerre, si remarquable qu'elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée. À peine si une douzaine d'érudits se chamailleront encore par-ci par-là à son occasion, et à propos des dates des principales hécatombes dont elle fut illustrée. C'est tout ce que les hommes ont réussi jusqu'ici à trouver de mémorable au sujet les uns des autres, à quelques siècles, à quelques années, et même à quelques heures de distance. Je ne crois pas à l'avenir, Lola. Lorsqu'elle découvrit à quel point j'étais devenu fanfaron de mon honteux état, elle cessa de me trouver pitoyable le moins du monde. Méprisable, elle me jugea. Définitivement. Elle résolut de me quitter sur le champ. C'en était trop. En la reconduisant jusqu'au portillon de notre hospice ce soir-là, elle ne m'embrassa pas. Décidément, il lui était impossible d'admettre qu'un condamné à mort n'ait pas en même temps reçu la vocation. Quand je lui demandai des nouvelles de nos crêpes, elle ne me répondit pas non plus. En rentrant à la chambrée, je trouvai Princhard devant la fenêtre, essayant des lunettes contre la lumière du gaz, au milieu d'un cercle de soldats. C'est une idée qui lui était venue, nous expliqua-t-il, au bord de la mer, en vacances. Et puisque c'était l'été, à présent, il entendait les porter pendant la journée, dans le parc. Il était immense, ce parc, et fort bien surveillé d'ailleurs par des escouades d'infirmiers alertes. Le lendemain, donc, Princhard insista pour que je l'accompagne jusqu'à la terrasse pour essayer les belles lunettes. L'après-midi rutilait splendide sur Princhard, défendu par ses verres opaques. Je remarquai qu'il avait le nez presque transparent aux narines, et qu'il respirait avec précipitation. « Mon ami, me confia-t-il, le temps passe et ne travaille pas pour moi. Ma conscience est inaccessible au remords, je suis libéré, Dieu merci, de ces timidités. Ce ne sont pas les crimes qui se comptent en ce monde. Il y a longtemps qu'on y a renoncé. Ce sont les gaffes. Et je crois en avoir commis une. Tout à fait irrémédiable. En volant les conserves? Oui. J'avais cru cela malin, imaginez. Pour me faire soustraire à la bataille, et de cette façon, honteux, mais vivant encore, pour revenir en la paix comme on revient, exténué, à la surface de la mer après un long plongeon. J'ai bien failli réussir. Mais la guerre dure décidément trop longtemps. On ne conçoit plus à mesure qu'elle s'allonge d'individus suffisamment dégoûtants pour dégoûter la patrie. Elle s'est mise à accepter tous les sacrifices, d'où qu'ils viennent, toutes les viandes, la patrie. Elle est devenue infiniment indulgente dans le choix de ses martyrs, la patrie. Actuellement, il n'y a plus de soldats indignes de porter les armes, et surtout de mourir sur les armes et par les armes. On va faire, dernière nouvelle, un héros avec moi. Il faut que la folie des massacres soit extraordinairement impérieuse pour qu'on se mette à pardonner le vol d'une boîte de conserve. Que dis-je? À l'oublier. Certes, nous avons l'habitude d'admirer tous les jours d'immenses bandits dont le monde entier vénère avec nous l'opulence et dont l'existence se démontre cependant dès qu'on l'examine d'un peu près comme un long crime chaque jour renouvelé. Mais ces gens-là jouissent de gloire, d'honneur et de puissance. Leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu'aussi loin qu'on se reporte dans l'histoire,
et vous savez que je suis payé pour la connaître, tout nous démontre qu'un larcin véniel, et surtout d'aliments mesquins, tels que croûte, jambon ou fromage, attire sur son auteur un